Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, donc top départ. Élise, merci beaucoup encore d'avoir accepté de faire ce webinaire. On te laisse la parole. Bien, bonjour. Donc ouais, je suis Élise Pelzer, je pense que la plupart me connaissent. Donc je vais présenter un papier qui est sorti l'année dernière, mais qui correspond à un travail qu'on a fait entre 2016 et 2018 dans le cadre du projet Légitime. Donc le papier en français, il s'appelle Conception participative de scénarios agronomiques pour la réintroduction de légumineuses dans un territoire. Et j'ai remis l'ensemble des co-auteurs ici, qui étaient essentiellement même que des gens de l'UMR Agronomie, même si en fait on a fait participer pas mal d'autres personnes. Je vous en dirai un mot après. Ce qui est marrant de noter, c'est en le reprenant là, c'est que finalement il y a pas mal de co-auteurs qui ne sont plus là. Voilà, mais bon, c'est un signe. Alors du coup, j'arrive plus à passer mes diapos alors que j'y arrivais tout à l'heure. Ah, c'est bon. Donc, le contexte du papier, c'est donc on part de l'intérêt des légumineuses dans les systèmes de culture, du fait qu'elles sont capables de fixer l'azote atmosphérique, ça permet de réduire la fertilisation azotée pour évidemment la légumineuse, mais aussi les cultures de la rotation. Donc, plein d'avantages liés à cette réduction de la fertilisation azotée, mais aussi à la diversification plus globalement de la rotation. Donc un constat, c'est que les surfaces cultivées sont faibles en Europe et en France, essentiellement du fait de verrous sociotechniques autour des cultures majeures comme les céréales et le colza. Donc ça, c'est issu de l'étude diversification et du papier qui a suivi. Donc pour les légumineuses, on constatait un besoin d'action coordonnée entre les acteurs pour lever les verrous sociotechniques et puis essayer de développer les surfaces de légumineuses en Europe et en France. Un deuxième constat, c'est dans ces approches-là, l'intérêt de l'échelle territoriale et des approches multi-acteurs pour stimuler la transition agroécologique. Donc ça, c'était par exemple montré dans le papier de Duru en 2015. Je comprends pas pourquoi il y a un délai de... Attendez. Voilà. Du coup, comme je vous disais, le travail s'est inscrit dans le projet Légitime, qui était un projet ANR, donc qui s'intitulait Construction et évaluation de scénarios territoriaux d'insertion des légumineuses dans les systèmes de culture. L'objectif de ce projet, c'était d'étudier et de construire avec les acteurs les conditions d'une plus grande insertion des légumineuses dans les systèmes agricoles et dans les territoires. Et donc, on avait plusieurs tâches. Donc une tâche plus économique, on va dire, avec l'analyse historique des raisons de la disparition des légumineuses et puis l'identification des voies de déverrouillage au niveau des exploitations agricoles et des filières. Donc cette tâche-là a été portée par Marie-Benoît Magrini. Une deuxième tâche plus expérimentation et observatoire de parcelles. Donc c'était identification et quantification des services écosystémiques fournis par les légumineuses, donc qui était coordonné par Guénaël Elou de l'ESA. Et puis une troisième tâche, conception et évaluation exemptée de systèmes de culture et de scénarios territoriaux d'insertion de légumineuses avec les acteurs des territoires concernés. Donc le travail s'inscrivait dans cette tâche. Et donc, on a travaillé dans 3 territoires dans ce projet, qui étaient un territoire dans les Pays de Loire, un territoire en Midi-Pyrénées et puis un territoire en Bourgogne. Si on reprend plus spécifiquement la tâche 3, en fait, on avait une évolution dans cette tâche qui était d'abord de décrire et caractériser les systèmes de culture actuels dans les 3 régions d'études, essentiellement basés sur les enquêtes pratiques culturales. Et donc là, je vous ai remis un petit résultat pour la Bourgogne, puisque c'est là-dessus qu'on a travaillé sur la conception de scénarios territoriaux. C'était une constatation qu'on avait des systèmes très peu diversifiés, avec essentiellement des rotations colza-bléorge, 40% des rotations identifiées. Ensuite, on avait un travail de conception et évaluation de systèmes de culture innovants dans les 3 territoires. Donc, on l'a fait effectivement dans les 3 territoires, ça, avec des ateliers de conception de systèmes de culture innovants. Donc ici, en Bourgogne, on en a conçu 6, avec 2 exemples, là, mais c'était plutôt pour illustrer un peu la diversification par rapport au système majoritaire. Et puis, donc, la 3e étape, c'était conception de scénarios territoriaux d'insertion des légumineuses. Et donc là, par contre, on a travaillé uniquement dans le territoire de Bourgogne. Donc, on était sur un territoire d'étude qui est le plateau langrois. C'est ce qu'on appelle les zones intermédiaires. Enfin, on en parle assez souvent. Donc, c'est des sols très superficiels, avec beaucoup de cailloux, donc très secs. Un climat plutôt continental, hein, vu qu'on était en Bourgogne.
des difficultés de production avec des avec des assez faibles potentiels de rendement. Par exemple, en agriculture conventionnelle, on a des blés qui tournent à 50 quintaux par hectare ou des pois à 25 quintaux par hectare. Des luzernes aussi autour de 8 tonnes par hectare ou en 2 ou 3 coupes. Ce qu'on avait dans le territoire pour les aspects plus diversification, donc on avait Dijon Céréales comme partenaire du projet, mais qui n'est pas beaucoup intervenu sur le projet. Par contre, on avait une possibilité de diversification avec de la luzerne, puisqu'il y avait un débouché déshydratation de luzerne sur place. Et puis, globalement, voilà, dans ce territoire, une faible diversité des systèmes agricoles, avec en particulier donc, la rotation classique colza-bléorge pour les céréaliers. Donc, dans le territoire, on partait d'un constat qu'on a une agriculture qui est fortement dépendante aux intrants chimiques, assez peu productive et non compétitive, avec donc ce territoire qui a faible potentiel pédoclimatique. Et donc, l'enjeu qui a été exprimé par les acteurs, c'est vraiment pas de sauver, mais en tout cas de maintenir l'agriculture sur le territoire, puisqu'en fait, on constatait des exploitations de plus en plus rares et du coup de plus en plus grosses, puisque les exploitations qui restent récupèrent les terres, mais avec une rentabilité faible, voire voilà, beaucoup d'abandon. Donc l'hypothèse qu'on a fait pour démarrer le travail de conception de scénarios territoriaux, c'était que la réintroduction des légumineuses dans les systèmes de culture permettrait de répondre à ces problématiques agronomiques et économiques qui sont mentionnées au-dessus et qui correspondaient à ce que nous ont exprimé les acteurs au cours du premier atelier. Donc ce constat était partagé avec les acteurs, donc j'en reparlerai après, mais c'est ce qui a fait que le travail a bien marché, entre guillemets, parce qu'on partait de ce constat partagé, qu'il y avait vraiment un enjeu de maintien de l'agriculture et puis que les légumineuses pouvaient être une solution parmi d'autres. Donc l'objectif du travail et donc de la publi derrière, c'est bien de construire avec les acteurs locaux des scénarios d'évolution de l'agriculture qui permettent de répondre aux enjeux du territoire en réintroduisant les légumineuses. Et dans un deuxième temps, d'évaluer les performances de ces scénarios et les impacts potentiels environnementaux et autres, et de les comparer à ceux du territoire actuel. La méthode, donc, c'est des ateliers la méthode qu'on a développée, c'est basé en fait sur la démarche Coquelicot. Donc des ateliers participatifs, des enquêtes en amont, l'utilisation aussi des données nationales, en particulier pour décrire les systèmes actuels, et puis l'utilisation du simulateur Coquelicot pour simuler des scénarios, enfin, ouais, trouver les scénarios correspondant aux attentes des acteurs et les simuler pour voir leur performance. On a mobilisé, donc on a eu 3 ateliers, j'y reviendrai après, mais on a mobilisé une diversité d'acteurs qui étaient des agriculteurs, des conseillers, des animateurs de bassin, des chercheurs, et qui provenaient de structures variées, donc de coopératives, d'instituts techniques, essentiellement Terrinovia, ex-Cetium, des chambres d'agriculture, un syndicat d'eau et d'élevage, un syndicat d'élevage, un bureau d'études, une association de développement agricole et puis le parc naturel, puisqu'il y avait un projet de parc naturel qui englobait entre autres ce territoire, et puis des instituts de recherche, donc le MINRA, et puis d'enseignement, soit locaux, soit plus larges. Alors, venons-en à la méthode. Donc, c'est un peu dense, je vais essayer de vous décrire. Donc, on a décliné, en fait, on l'a retracé à posteriori. Hein. Il faut savoir qu'en fait, on a mené cette démarche et ces ateliers un peu à vue et qu'à posteriori, on a retracé voilà, les différentes étapes, mais ça s'est bien passé quand même. Donc, voilà. Donc, la première étape, c'était la description et la caractérisation multicritère des situations culturelles actuelles et innovantes. Donc, situation culturelle, en fait, c'est des itinéraires techniques, mais qui étaient déclinés, j'y reviendrai ensuite, selon que c'était des céréaliers ou des éleveurs, ou des polyculteurs éleveurs, selon qu'on était en bio ou pas bio, enfin voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'itinéraire technique ici, mais de situation culturelle. Donc, comme je vous le disais, on s'est basé sur l'analyse des données statistiques nationales, donc Agreste et puis les enquêtes pratiques culturelles. On a réalisé en amont du premier atelier des enquêtes auprès des acteurs pour essayer d'identifier leur perception des itinéraires techniques actuels et même plus largement de la situation du territoire et puis des enjeux pour les scénarios prospectifs. On s'est basé aussi sur l'atelier de conception de systèmes de culture innovants en Bourgogne pour décrire des situations culturelles plus innovantes. Donc, je dis en Bourgogne, mais en fait, on a aussi utilisé les résultats des 2 autres ateliers qui avaient été faits dans les territoires de Pays de Loire et puis Midi-Pyrénées pour s'inspirer aussi de choses qui avaient pu être proposées dans ces ateliers.
Et puis, on a validé la description et la caractérisation multicritère des situations culturelles au cours du premier atelier conception et évaluation de scénarios. À la suite de ça, donc, on a une deuxième étape qui était la simulation du territoire actuel et la validation par les acteurs. Donc, on a utilisé, comme je vous disais, le simulateur de la démarche Coquelicot. Et puis, on a montré et discuté les résultats de la simulation de ce territoire actuel au cours du premier atelier conception et évaluation de scénarios. Et puis, la troisième étape, donc, on a fait s'exprimer les acteurs sur leurs attendus par rapport au territoire futur afin de décliner différents scénarios prospectifs. Donc là, on s'est aussi basé sur les enquêtes avec les acteurs en amont. Et puis, il y a toute une partie du premier atelier conception et évaluation de scénarios de territoire qui a été utilisée pour cette partie expression des attendus et des objectifs pour le territoire futur. Donc, sur la base de des résultats, enfin des sorties de ces 3 étapes, on a simulé 4 scénarios prospectifs avec le simulateur Coquelicot. Et puis, on a réalisé un deuxième atelier conception-évaluation de scénarios où on a montré les sorties de ces simulations et où on a discuté avec les acteurs et analysé ces sorties. Si on revient sur chaque étape un peu plus en détail, donc comme je vous disais, la première étape, c'est description des situations culturelles et caractérisation multicritère. Pour la description, donc, c'est des situations culturelles, en fait, on les a déclinées par type d'exploitation, donc céréaliers, bovins, lait, bovins, viande, puisqu'on a une majorité de céréaliers, mais aussi des éleveurs sur des polyculteurs éleveurs sur ce territoire. Pour tout ce qui est description d'itinéraires techniques, donc on a utilisé des cultures existantes, et puis on a aussi pour les itinéraires techniques innovants décrit un certain nombre de cultures qui pourraient être présentes, vu les conditions pédoclimatiques, sur le territoire. Et donc, parmi ces cultures, il y en avait 16 où on a décrit différents itinéraires techniques. Il y en a un certain nombre qui étaient des légumineuses, donc c'est toutes celles qui sont en gras. Et en fait, on n'a pas décrit des itinéraires techniques par culture, mais par triplet de culture, puisqu'on prenait en compte et le précédent cultural pour décrire l'itinéraire technique et le suivant pour ce qui est gestion d'apport d'azote, en particulier après les légumineuses. Et donc, pour chaque culture, on a décrit 3 stratégies d'itinéraire technique, enfin, culture, croix, zone, croix, triplet, croix, zone. On a décrit les itinéraires techniques. Donc, un itinéraire technique plutôt intensif qu'on a appelé un 30+, qui correspond en gros aux itinéraires techniques actuels dominants pour certaines cultures, et pour d'autres, on les a décrits en fonction des experts qu'on avait dans les ateliers. Un itinéraire technique intrant, ou on pourrait l'appeler bas niveau d'intrant, qui était plutôt issu des itinéraires techniques bas niveau d'intrant qui étaient plutôt issus des ateliers de conception système de culture, et des itinéraires techniques biologiques, soit issus de la description d'itinéraires techniques bio actuels, soit là aussi issus des ateliers de conception. Et une dernière chose, on a distingué aussi pour les polyculteurs éleveurs des itinéraires techniques avec ou sans apport de matière organique en fonction de la disponibilité au niveau des exploitations. Et puis, on a distingué aussi le fait de vendre ou pas les cultures derrière, puisqu'on avait des indicateurs qui correspondaient à des performances économiques. Donc, finalement, on a décrit 748 situations culturelles qui croisent en fait les zones, la culture, le triplet de culture, donc culture précédente suivant, l'itinéraire technique, la valorisation ou pas de l'AMO, et puis la vente ou non, ou l'autoconsommation derrière. Et donc, une fois qu'on a décrit tout ça, on a une deuxième étape, c'était de la caractérisation multicritère des performances. Du coup, là, d'abord, il y a eu un débat sur le choix des indicateurs, puisqu'en fait, on en a proposé un certain nombre, et au cours du premier atelier, on les a fait valider par les acteurs qui nous en ont proposé d'autres. Donc, on a en fait des indicateurs qui concernent la production, donc volume des différentes cultures produites à l'échelle du territoire, ou après, on pouvait descendre plus finement en fonction des zones, etc. Des indicateurs plus économiques, donc marge seminaire, charge opérationnelle, des indicateurs plus sociaux, temps de travail, des indicateurs environnementaux, consommation de fuel, quantité d'azote minéral appliqué. On avait une estimation du risque de lessivage aussi, et du coup une note qualitative qui dérivait aussi de cette estimation. L'IFT également, total, mais aussi herbicide. Et puis, puisqu'on avait un territoire où il y avait quand même beaucoup de polyculteurs éleveurs, on a introduit dans le simulateur des indicateurs
qui caractérisait la possibilité de produire du fourrage et puis une certaine richesse en protéines. Donc, fourrage, c'est les UF, et puis richesse en protéines, c'est les PDI. Voilà. Et donc, certains de ces indicateurs étaient issus de critères. Donc, ce qui était important, c'était d'avoir l'adhésion aussi des acteurs sur ce choix d'indicateurs et la façon dont on les calcule. Et donc, voilà ce que ça veut dire, cette première étape. En fait, c'est une étape qui est assez longue et assez lourde en termes de description d'itinéraire technique pour l'ensemble, tout ce que je viens de vous décrire, et puis pour l'estimation le choix et l'estimation des indicateurs. Et derrière, en fait, on a une matrice technique qui décrit pour chaque, donc comme vous voyez, pour chaque zone, culture, précédent, suivant, crop management stratégie, donc c'est les itinéraires techniques, le fait de vendre ou pas et le fait de valoriser ou pas d'utiliser ou pas de la matière organique, on calcule l'ensemble des indicateurs qu'on a décrits, donc les rendements et puis tous les indicateurs que je viens de vous décrire. Donc c'est en même temps très lourd et en même temps très riche cette étape, puisque en fait ça veut dire beaucoup de travail en amont avec chacun des acteurs, et puis la validation au moment du premier atelier qui est aussi intéressant, puisqu'on a repris un certain nombre d'hypothèses qu'on avait pu faire et qui n'étaient pas forcément validées. Voilà. Donc, comme je vous disais, l'étape 2, c'est la simulation du territoire actuel. Et là aussi, on demande une validation par les acteurs, puisqu'en fait, donc là, en fait, je présente à droite un exemple de sortie du simulateur. Donc, c'est l'assolement du territoire actuel global avec 5,9% de légumineuses et puis donc une majorité de blé, orge et colza, comme je vous l'ai dit. Cette étape, elle est très importante parce que déjà, les résultats du territoire actuel nous servent de base pour l'évaluation des scénarios prospectifs. C'est-à-dire que l'évaluation est toujours en relatif par rapport au territoire actuel. Et puis, c'est déterminant aussi parce que c'est ça qui donne la confiance aux acteurs dans le modèle. Puisqu'en fait, on leur montre que le modèle est capable de représenter plus ou moins ce qu'ils ont en tête du territoire actuel et du coup sera potentiellement capable de simuler des scénarios prospectifs qui peuvent ensuite être discutés. Donc, c'est pas du tout anodin et voilà, c'est aussi une étape importante pour avoir l'adhésion des acteurs. Ensuite, donc l'étape 3, donc c'était de faire exprimer les acteurs sur leurs attendus par rapport au territoire. Donc là, comme je vous disais, on a fait des enquêtes auprès des acteurs en amont des ateliers. Donc on leur a présenté 2 attendus qui étaient ressortis de ces enquêtes, qui avaient été exprimés par beaucoup d'acteurs qui avaient été enquêtés individuellement. Donc d'une part, augmenter les surfaces en agriculture biologique dans le territoire et d'autre part, améliorer l'autonomie protéique des élevages, donc en augmentant la production de cultures riches en protéines ou de luzerne aussi, ou d'autres légumineuses fourragères. Donc on leur a présenté en fait ces 2 exemples comme pour leur montrer un peu ce qu'on attendait quand on parlait d'attendu pour le territoire. Et puis, on les a fait réfléchir en sous-groupe dans les ateliers sur 2 questions par rapport au territoire. Que faudrait-il faire pour atteindre tel ou tel niveau? Donc, c'est typiquement là l'exemple B, en fait. Que faudrait-il faire pour améliorer l'autonomie protéique des élevages? Mais voilà, on les a fait réfléchir sur d'autres scénarios autour de cette question. Et puis, une deuxième question qui était que se passerait-il si? Et là, donc, augmenter les surfaces en AB illustre ce qu'on attendait par cette question-là. Et donc, les 2 sous-groupes qui ont travaillé sur les attendus, donc ça, c'était sur un après-midi entier. La matinée avait été servie à valider la matrice et puis présenter le scénario actuel. Donc, les acteurs ont exprimé 6 attendus supplémentaires. Donc, j'ai remis les A et B qui étaient des attendus identifiés lors des enquêtes. Et puis, donc, on avait un attendu plus sur la qualité de l'eau, entre autres en augmentant les surfaces de luzerne ou plus largement de légumineuses fourragères. Comme on avait un acteur Saint-Foin, il y a un attendu qui est ressorti qui était développer les surfaces de Saint-Foin dans le territoire. Il y a aussi un attendu qui est ressorti autour de développer les légumineuses, mais plutôt en interculture ou en culture relais, plutôt qu'en culture principale. Ensuite, il y avait des attendus qui étaient plus autour des liens entre élevage et culture, donc favoriser les échanges entre éleveurs et céréaliers, donc échange de matières organiques et puis d'alimentation, typiquement les luzernes. Un attendu un peu plus spécifique, c'était développer des rotations avec prairies pâturées, en particulier parce qu'un agriculteur faisait ça avec des cochons dans son exploitation, c'est-à-dire qu'il faisait des rotations cochon-blé.
Donc du coup, ça a intéressé les autres et donc ils en sont venus à proposer un peu cet attendu-là. Et puis un dernier attendu sur développer l'élevage ovin dans le territoire. Donc de ces 8 propositions, donc post-atelier, ceux qui ont fait tourner Coquelicot, c'est-à-dire essentiellement des gens de l'UNA Agronomie, hein, nous, on en a tiré 4 scénarios. Donc un premier scénario qui est développer une farine en agriculture biologique locale et de qualité en augmentant les surfaces en AB. Donc ça recoupait en fait les attendus A et D et E précédents. D et E étant développer les surfaces de Saint-Foin et développer les légumineuses en culture et en interculture. Le deuxième scénario qu'on a simulé, c'est accroître la production de fourrage et de cultures riches en protéines. Donc là, ça rejoint l'attendue autonomie protéique. Et puis, pareil, augmenter le Saint-Foin et toujours utiliser les légumineuses en interculture ou en culture relais de toute façon. Un troisième scénario était plus autour de la qualité de l'eau, donc réduire l'impact des pratiques sur la qualité de l'eau, toujours avec l'attendue de C plus les D et E. Et puis, on a fait un scénario un peu global qui regroupait ces trois enjeux, donc augmenter les surfaces d'AB en agriculture biologique, augmenter la production de fourrage et de culture riche en protéines et veiller à la qualité de l'eau. Alors, on n'a pas du tout traité les 3 derniers attendus, là, qui étaient autour plus du lien culture-élevage, tout simplement parce que le simulateur Coquelicot ne le permettait pas dans l'état où il était au moment où on a fait le travail. On a déjà beaucoup travaillé sur le simulateur et adapté le simulateur pour pouvoir simuler nos scénarios. Et du coup, on ne pouvait pas, en plus, rajouter des possibilités de simulation d'échange entre céréaliers et éleveurs ou polyculteurs éleveurs. Donc ça fait partie des évolutions possibles qu'on a identifiées pour le simulateur Coquelicot. Donc la quatrième étape, c'est de simuler les scénarios. Donc on a simulé les 4 scénarios. Là, je vous présente l'exemple des assolements des scénarios 1, 2, 3 ou ABC. Non, 1, 2, 3, oui, pardon. Par rapport à l'assolement actuel. Donc, c'est pas du tout pour regarder en détail, hein, mais on voit qu'il y a une grosse différence entre les assolements actuels et puis les assolements des 3 scénarios, même si on garde quand même toujours beaucoup de blé. Hein. Mais bon, c'est pas. Voilà. Il y a quand même un scénario où on fait disparaître le colza, donc ça, c'est pas forcément. Enfin, d'ailleurs, ça a été finalement pas tant que ça discuté, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, donc notre objectif premier, c'était quand même d'augmenter les légumineuses hein, dans ces scénarios. Enfin, du coup, on a bien une proportion de légumineuses qui passe à 15, 23 ou 9, alors qu'on était à 5 et quelques ou 6% dans le scénario actuel. Donc, on a bien obtenu les résultats qu'on souhaitait par rapport aux légumineuses. Et puis, la deuxième chose qu'on présentait aux acteurs, c'est justement non pas les valeurs des indicateurs, puisque en soi, ils veulent pas forcément dire, une valeur absolue ne veut pas dire forcément quoi que ce soit, mais plutôt l'évolution par rapport au territoire actuel. Donc, en fait, là, typiquement, on est dans le scénario où on augmente la production de cultures riches en protéines pour l'alimentation des élevages. Et donc, on voit qu'on a explosé nos indicateurs de production de fourrage, tant en valeur énergétique qu'en valeur protéique. Et puis, par ailleurs, donc on a des IFT qui ne se dégradent pas, on a des risques de lessivage de nitrate qui ne sont pas augmentés, voire qui sont un peu légèrement améliorés. Malgré l'augmentation conséquente de légumineuses, voilà. Et puis donc après des marges ou des coûts qui ne bougent pas trop. Donc en fait, on a quand même contraint le modèle dans les scénarios pour pas justement que nos contraintes qui correspondaient au scénario ne dégradent des aspects plus économiques ou plus environnementaux. Donc il y a un certain nombre de contraintes qui sont définies dans le simulateur qui correspondent à la définition des scénarios, et puis un certain nombre de contraintes de base qui permettent de ne pas complètement dévisser sur certains indicateurs. Et donc la dernière étape, c'était de regarder ces sorties, donc typiquement les assolements et puis les estimations d'indicateurs et leurs valeurs relatives par rapport au scénario de base, de faire s'exprimer les acteurs sur ces sorties et de voir un peu comment ils perçoivent les scénarios simulés et puis qu'est-ce qu'ils pensent de la faisabilité de ces scénarios. Donc, on a présenté les 4 scénarios et puis on les a fait
se positionner sur les axes entre le fait de savoir enfin, est-ce qu'ils pensaient que le scénario était intéressant pour le territoire ou pas, et pourquoi, hein, à argumenter. Et puis, est-ce qu'ils considéraient que le scénario était réaliste ou pas, et dans quelles conditions il pouvait le devenir, dans l'idée de le mettre en œuvre à court terme, moyen terme, long terme. Et donc, du coup, en fait, chaque participant a positionné une petite gommette en explicitant, en fait, pourquoi il positionnait la gommette à tel endroit dans ce graphe-là. Donc, ça, c'était pour permettre de faire s'exprimer l'ensemble des participants sur les scénarios. Et puis, donc ensuite, on a échangé avec les acteurs, donc en sous-groupe sur 2 scénarios plus précisément, qu'ils avaient choisis. En fait, ils ont choisi de travailler sur 2 scénarios plus en détail. Donc, en les faisant échanger sur les questions, sur différentes questions. Donc, est-ce que les résultats correspondent à ce que vous attendiez? Quelles sont les modifications éventuelles? Par exemple, s'il y avait des sorties qui leur paraissaient aberrantes, ou typiquement, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il n'y ait plus de colza dans le territoire? Enfin, voilà. Quelle mise en œuvre possible? Donc ça rejoint un peu le réaliste ou non, c'est-à-dire que comment est-ce qu'un tel scénario pourrait, comment est-ce qu'on pourrait évoluer vers un tel scénario, et puis à quel pas de temps? Et puis, quelles conditions pour que le scénario puisse, pour que les choses puissent évoluer vers ce scénario. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que, en fait, c'était plus facile pour les acteurs de s'exprimer sur les scénarios, dans la mesure où on n'avait pas de plan d'action à mettre en œuvre derrière. On restait au stade de prospection, recherche, et du coup, les acteurs étaient assez désinhibés pour s'exprimer sur les scénarios, et justement pour pas réagir vivement quand ils voyaient un quart de l'assolement en lentilles, ou enfin, parce que les lentilles sont beaucoup ressorties à cause de la forte valeur ajoutée, ou plus de colza pour certains scénarios. En termes de discussion, donc ce qu'on peut dire déjà sur le simulateur Copico et puis la démarche plus globalement, donc c'est quand même un simulateur qui permet en même temps une vision intégrative, puisqu'on présente un certain nombre d'indicateurs variés et qui sont en plus validés par les acteurs, et en même temps simplifiés. Donc on présentait en fait des moyennes pour le territoire par zone. On peut le faire également par conventionnel ou bio, mais on reste quand même assez simpliste dans la façon dont on présente les résultats des scénarios. Mais du coup, c'est ça qui fait que c'est relativement propice à la discussion et à la conception en atelier, parce que les résultats sont facilement accessibles, même s'il y a un gros travail de mise en forme de ces résultats qui n'est pas inclus dans le simulateur et qu'il faut faire a posteriori après les simulations. Donc, c'est bien un simulateur qui facilite ce travail en atelier et qui aide les acteurs à se projeter. Donc, c'était vraiment adapté à une démarche de conception participative. Donc, il y a une certaine souplesse sur les indicateurs, puisqu'on a pu en fait intégrer les indicateurs qui nous paraissaient importants et qui paraissaient importants aux acteurs. Par contre, il y a aussi un choix à faire. Donc, typiquement, pour l'élevage, on n'avait pas forcément les personnes adéquates dans le groupe de chercheurs et même dans les acteurs pour être à l'aise sur ces indicateurs élevage. Donc, ça, c'est pas toujours évident. Et puis, comme je le disais au début, donc il y a ce plan de constitution de la matrice. C'est pas le tout de choisir des indicateurs. Ensuite, il faut les calculer pour l'ensemble des situations culturelles décrites, ce qui peut être assez lourd. Mais, enfin, non, donc c'est un temps non négligeable, quoi. Il faut pas. Donc, comme je le disais aussi, il y a des scénarios, enfin, il y a des attendus qu'on n'a pas pu simuler. Donc, il y a des évolutions possibles du simulateur pour simuler des situations plus en lien entre les cultures et l'élevage. Et puis, une dernière chose sur l'outil, c'est que c'est un outil d'optimisation sous contrainte. Donc, on lui rentre des contraintes et il nous sort le meilleur scénario qui répond aux contraintes. En fait, ce qui aurait été pas mal, parce que du coup, typiquement, quand on a une contrainte sur l'économie, il va sortir des scénarios avec plein de lentilles parce qu'il y a une forte valeur ajoutée. Donc, finalement, il y a peut-être un scénario un peu moins bon, mais qui proposait beaucoup moins de lentilles, mais qu'on ne peut pas voir. Donc, ça pourrait être aussi une évolution de l'optimisateur, du simulateur intéressante. Et voilà. Bon, après, on a fait émerger des scénarios pour lesquels, en tout cas, il y a des attendus qui sont sortis pour lesquels les connaissances sont moins mûres que pour d'autres. Typiquement, tous ces scénarios d'échange élevage
élevage culture, où on n'avait pas non plus forcément les données. Si on avait voulu adapter le modèle, on n'avait pas forcément les données pour le faire. En termes de discussion, donc je l'ai déjà dit, mais donc les étapes 1 et 2, c'est des partages de données techniques et économiques entre les acteurs, et puis aussi un partage de la perception du territoire actuel, donc qui a permis en fait d'acteurs de sphères assez différentes de se parler et de s'accorder et sur la perception du territoire actuel et sur les différentes orientations dans la description des situations culturelles actuelles, mais surtout innovantes. Et du coup, les acteurs se sont bien accordés sur la situation du territoire actuel et la nécessité d'évoluer. Donc ça, c'était assez positif, et c'est ce qui a fait que, comme je le disais un peu au début, que finalement, une fois qu'ils se sont mis d'accord dès le début sur l'orientation qu'on prenait et puis sur la validité du modèle, ou en tout cas le fait que le modèle était capable de représenter des choses qu'ils avaient en tête, c'est ça qui a fait que les étapes 3 et 5 de conception de scénario vraiment et puis d'évaluation derrière ont bien fonctionné. Donc, dans notre démarche, contrairement à ce qu'on a pu voir dans la biblio, il n'y a pas toujours une place aussi importante accordée aux ateliers, alors que nous, c'était vraiment... je pense que c'est ça qui a fait que ça a marché, c'est les 3 ateliers, hein, conception de système de culture, et puis les 2 ateliers de conception et évaluation de scénario, qui ont fait qu'il y a une bonne évolution, même si ce n'est pas toujours les mêmes acteurs qui ont participé aux 3 ateliers. Il y en a qui ont fait les 3 ateliers, mais pas tous. En tout cas, il y avait une bonne dynamique, et puis il y avait une bonne dynamique. Et puis après, plus largement, donc en fait, on était parti de l'hypothèse sur les légumineuses, donc faites des scénarios avec plus de légumineuses, c'était un peu la commande. Mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé, et c'est pas plus mal. C'est que, en fait, les actions qui ont été identifiées, c'était beaucoup plus large que juste remettre des légumineuses dans le territoire. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans les scénarios qu'on a pu simuler. Bon, voilà, on en a parlé, mais en tout cas, ils ont vraiment insisté sur l'intérêt et le fait de développer les complémentarités entre exploitation éleveurs et puis céréaliers, avec les polyculteurs éleveurs aussi. Aussi insister sur le fait qu'il fallait développer des rotations à forte valeur ajoutée, par exemple soit en développant l'agriculture biologique, donc ça c'était une chose, mais aussi en labellisant des productions autour du projet de parc naturel national qui est en cours dans le territoire, enfin qui était en cours dans le territoire. Et puis, voilà, il y a aussi des choses qui sont ressorties autour de projets à plus petite échelle, un peu plus spécifiques, par exemple une malterie bio. Il y a eu des questions aussi autour du développement de la culture de sarrasin. Bon, voilà, on allait au-delà des légumineuses, mais en fait, il y avait quand même un certain nombre de choses exprimées qui étaient intéressantes. Du coup, en perspective, donc les choses ont continué. Donc, je vous dis que nous, on n'avait pas de plan d'action. Nous, on s'est arrêté à l'expression des scénarios et puis à la discussion avec les acteurs. Mais en fait, ça a quand même déclenché un peu des fuites qui sont pas directement liées au travail, mais qui ont été enclenchées par les rencontres peut-être qui ont pu se faire entre les acteurs. Et typiquement, il y a un projet là qui a été repris donc entre le parc naturel forêt Champagne-Bourgogne, qui était un projet de parc naturel dans la zone, et puis un EPAGE qui s'appelle Secana. Ils ont mobilisé deux bureaux d'études sur l'agro et COSEP pour travailler sur une réflexion autour de la qualité de l'eau dans certaines zones, dont une partie du territoire où on travaillait, mise en place de PSE, et puis une réflexion sur des filières rémunératrices, dont des filières avec les légumineuses. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Élise. Alors, je coupe l'enregistrement.